instant de belgitude. Quelle aurait été l'Uchronie la plus parfaite où tout se serait bien passé pour le Parti catholique en Belgique? En 1830, durant la Révolution belge, les fondateurs du nouvel État établissent une constitution équilibrée. Et dans cette Uchronie, les catholiques dominent plus nettement la Chambre des représentants. Entre les années 1840 et 1860, le Parti catholique unifié se structure autour de l'enseignement libre, de la charité sociale et de la monarchie. L'Église belge devient un pilier moral et éducatif incontesté. En 1870, Léopold II gouverne en harmonie avec le Parti catholique. Les écoles congrégationnistes obtiennent un statut officiel, la question scolaire n'éclate pas en crise. En 1884, le Parti catholique remporte encore plus largement les élections. Le clivage entre libéraux et catholiques reste paisible. Bruxelles, Gand et Liège connaissent une industrialisation modérée, mais accompagnée par des œuvres sociales catholiques. Durant les années 1890, inspiré par le Rerum Novarum, c'est l'encyclique sociale du pape Léon XIII, le Parti catholique fonde un réseau de syndicats chrétiens, d'écoles techniques et de coopératives ouvrières. La classe ouvrière catholique reste fidèle au parti, le socialisme reste marginal. Entre 1900 et 1914, les tensions linguistiques sont atténuées grâce à une politique éducative bilingue et à la reconnaissance du flamand comme langue administrative à l'égalité avec le français. En 1914, la Belgique rentre dans la guerre unie. Le roi Albert Ier et le clergé galvanisent la résistance. Le pays sort épuisé mais moralement uni. En 1919, le suffrage universel masculin est instauré, mais les ouvriers catholiques votent massivement pour le parti. La coalition chrétienne, composée de flamands et de wallons, reste dominante. Durant les années 1920, il y a la création d'un État social chrétien avec une sécurité sociale inspirée de la doctrine sociale de l'Église, avec des allocations familiales et des mutuelles chrétiennes. Durant les années 1930, la crise économique mondiale est atténuée grâce à un plan d'emploi catholique basé sur la solidarité des coopératives et des syndicats chrétiens. En 1939, la Belgique catholique reste démocratique, solide, fidèle à sa neutralité. Entre 1940 et 1945, durant l'occupation allemande, les dirigeants catholiques s'opposent fermement au nazisme. Le cardinal Van Roy devient une figure de résistance morale comme dans la réalité. En 1945, à la Libération, il n'y a aucun scandale de collaboration catholique, le parti garde son prestige. En 1950, la question royale est apaisée. Léopold III est soutenu par le parti catholique et abdique au profit du roi Baudouin dans la paix. Entre les années 1950 et les années 1960, les partis sociaux chrétiens unifiés, PSC et CVP, dominent la politique belge sans interruption. Ils lancent des politiques de logement, d'éducation et d'équilibre linguistique. En 1963, des lois linguistiques adoptées sans heurts. Le bilinguisme est garanti. Bruxelles est reconnue comme capitale bilingue harmonieuse. Durant les années 1970, les réformes de l'État sont gérées pacifiquement par le PSC et le CVP. La Belgique devient fédérale sans tension communautaire. Durant les années 1980, c'est la crise économique mondiale. Et le modèle chrétien-démocrate belge résiste grâce à des politiques sociales solidaires et une économie mixte. Durant les années 1990, le roi Baudouin est une figure spirituelle du pays et soutient activement le dialogue interreligieux européen. La Belgique devient le centre moral et administratif de l'Union européenne. Durant les années 2000, le Parti catholique rebaptisé Mouvement démocrate chrétien demeure la principale force politique du pays. Dans son programme, il y a notamment une solidarité intergénérationnelle, une écologie chrétienne et une économie étatique. Durant les années 2010, sous le règne du roi Philippe Ier, la monarchie et le parti coopèrent pour promouvoir une Europe des valeurs humaines et spirituelles. Durant les années 2020, la Belgique est l'un des pays les plus stables d'Europe. Les clivages communautaires ont disparu. La foi, la langue et la solidarité sont les piliers du pays. Bruxelles est la capitale européenne et le symbole de l'humanisme chrétien moderne. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Lettre fictive d'une mère de famille de Courtrai en 1963. Nos enfants vont à l'école chrétienne, gratuite et moderne. Ils apprennent le français et le flamand. Mon mari travaille à la coopérative catholique. Nous avons reçu un prêt à taux réduit pour acheter une maison. Le dimanche, tout le quartier se retrouve à la messe. Nous avons l'impression que tout est à sa place. Témoignage fictif d'un haut fonctionnaire européen à Bruxelles en 1984. Ce n'est pas un hasard si à Bruxelles est devenu le cœur de l'Europe. Ici, la politique reste empreinte d'une morale. Le monde admire notre stabilité, pas d'extrémisme, pas de haine communautaire. La Belgique est la conscience tranquille de l'Union européenne. Hommage fictif au roi Baudouin Ier à la cathédrale Saint-Michel en 1993.
Il fut le roi des pauvres et des croyants, le père de la Belgique. Quand il s'opposa à la loi sur l'avortement, il le fit sans colère, seulement avec douleur. Son abdication temporaire a rappelé au monde que la conscience d'un homme vaut plus que la pression d'un parlement. Témoignage fictif d'un jeune ministre chrétien-démocrate en 2010. On dit souvent que la foi n'a plus de place en politique, mais nos réformes écologiques et sociales s'inspirent toujours du principe chrétien de la création à protéger. En Belgique, même les non-croyants reconnaissent la valeur morale du modèle catholique, dignité, modération et solidarité. Entretien fictif avec Sœur Claire, directrice d'école à Charleroi en 2025. J'ai vu tant de pays se diviser, se séculariser, se perdre dans les extrêmes. Ici, non, la foi ne domine pas, elle inspire. Nos élèves apprennent la science, la philosophie, les langues, mais aussi la compassion. Ce que nos ancêtres ont bâti en 1830, nous le vivons encore, une Belgique juste, pacifique et croyante. Lettre fictive d'un instituteur de Namur en 1835. Nos écoles paroissiales reçoivent désormais une aide du gouvernement. Les enfants des ouvriers viennent d'apprendre à lire et à compter sous l'œil du curé et de Dieu. Certains libéraux grognent, mais la paix règne. On dit que dans d'autres pays, les révolutions brûlent les hôtels. Ici, nous bâtissons autour d'eux. Journal fictif d'une ouvrière de Malines en 1889. Je travaille à la filature Sainte-Marie. Les sœurs veillent sur nous, les patrons prient avec nous avant chaque journée. Nous avons fondé une caisse de secours chrétienne et même les filles des campagnes y trouvent du respect. On dit que chez les socialistes, on ne parle que de lutte. Ici, on parle de dignité. Discours fictif du député catholique Jules Veravert. En 1910, la Belgique n'a pas besoin de révolution, elle a l'Évangile. L'usine chrétienne et la mine chrétienne ne sont pas des utopies, mais la promesse d'un pays où le travail est sanctifié. Nos frères flamands et wallons prient le même Dieu. Cela suffit pour être un seul peuple. L'aide fictive d'un soldat belge au front de l'Isère en 1916. Mon capitaine récite le chapelet avant chaque assaut. Le prêtre militaire confesse ceux qui ont peur. J'ai vu mourir des camarades flamands et wallons côte à côte. Quand ils expiraient, ils murmuraient les mêmes mots. Sainte Vierge protège la Belgique. Je crois que notre foi nous sauve plus que nos fusils. Témoignage fictif d'une infirmière de Louvain en 1945. Pendant l'occupation, nous avons caché des enfants juifs dans notre couvent. Après la guerre, le cardinal Van Roy a dit « La foi n'a pas été vaincue. » Et il avait raison, le pays s'est relevé sans haine, car nous avons été pardonnés mais pas oubliés. Journal fictif d'un jeune roi Baudouin en 1951. Père est parti et je porte désormais la couronne. Les évêques m'ont dit que je devais régner en chrétien, pas en souverain d'apparat. Je vois une jeunesse pleine d'espérance, des familles unies, des ouvriers fiers. La Belgique est unie, que Dieu me donne la force de la servir. Quelle aurait été la pire uchronie pour le Parti catholique de Belgique où tout se serait mal passé pour lui? En 1830, après la Révolution, les conservateurs catholiques dominent la Nouvelle-Belgique. Ils imposent une constitution plus restrictive où l'Église contrôle l'enseignement et la morale publique. Durant les années 1840, les libéraux dénoncent la théocratie belge. Les universités catholiques écrasent la libre pensée et la censure religieuse limite la presse. En 1857, il y a des émeutes à Bruxelles et à Liège contre les écoles congrégationnistes. Les premiers cercles anticléricaux se forment. Durant les années 1860, les évêques condamnent toute idée de compromis. Le clergé reste riche mais détesté. Le fossé entre les classes populaires et la hiérarchie religieuse s'ouvre. En 1879, les libéraux imposent la loi sur l'enseignement laïque. Les catholiques ripostent en fondant leurs propres écoles, mais avec un ton autoritaire. En 1884, dans cette uchronie, les catholiques perdent les élections et ne les regagneront pas plus avant un siècle. Durant les années 1890, le monde ouvrier rejette massivement l'Église, jugée hypocrite. Les curés condamnent les syndicats et la presse socialiste. Entre 1900 et 1914, l'enseignement catholique s'effondre faute d'élèves. La Belgique devient un laboratoire de laïcité. Les catholiques se replient sur les campagnes. Pendant la Première Guerre mondiale, plusieurs prélats belges collaborent avec l'occupant allemand, espérant protéger l'Église. Cela les discrédite profondément. Durant les années 20, le Parti catholique renaît brièvement mais reste perçu comme rétrograde. Durant les années 30, certains dirigeants catholiques se rapprochent des mouvements autoritaires, rexistes, corporatistes, fascisants. Durant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation, le Parti catholique est éclipsé par Rex.
Plusieurs membres du clergé soutiennent Léon de Grelle. Après 1945, l'amalgame entre catholicisme et collaboration ruine toute légitimité morale. En 1945, les tribunaux condamnent plusieurs évêques et prêtres pour collaboration morale. L'Église perd sa place dans l'enseignement public. En 1950, la question royale tourne à la catastrophe. Le parti catholique soutient Léopold III coûte que coûte. Des émeutes éclatent, le roi abdique. Le parti est accusé d'avoir divisé le pays. En 1954, il y a une victoire écrasante des socialistes et libéraux. Il y a la loi sur la laïcisation totale de l'enseignement. Les crucifix disparaissent des classes. Durant les années 60, Vatican II échoue à réconcilier les fidèles, les prêtres quittent les paroisses et les vocations s'effondrent. Durant les années 70, le parti se scinde. En Flandre, le CVP, la CVP, devient populiste et anti-européen. En Wallonie, le PSC s'effondre dans la marginalité. En 1981, les scandales financiers dans les œuvres catholiques, les journaux révèlent la fortune de certaines congrégations. En 1990, le roi Baudouin isolé refuse de signer la loi sur l'avortement. Cette fois, la population réagit violemment avec des manifestations contre la théocratie monarchique. En 1993, à sa mort, le roi Baudouin est respecté comme homme mais pas comme symbole religieux. La Belgique se proclame officiellement État laïque dans une révision constitutionnelle. En 1995, le Parti social-chrétien disparaît, remplacé par de petits mouvements régionaux. En 1999, le dernier Premier ministre chrétien-démocrate démissionne. Le catholicisme politique belge prend fin. Durant les années 2000, les églises ferment massivement. Bruxelles vend ses anciennes cathédrales pour en faire des musées ou des logements. Durant les années 2010, l'enseignement catholique, vidé de sa mission religieuse, devient public. Les ordres religieux disparaissent. Durant les années 2020, les catholiques pratiquants ne représentent plus que 3% de la population. Les médias parlent de Belgique athée. Les anciens bastions catholiques comme Namur, Tournai et Malines deviennent des pôles laïques militants. La religion ne joue plus aucun rôle politique. Les relations entre la Flandre et la Wallonie se détériorent. Le ciment moral commun a disparu. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Lettre fictive d'un prêtre déchu en 1952. J'ai servi 20 ans dans une paroisse. Hier, ils ont arraché le crucifix de la salle de classe. Les enfants ne savent plus prier. Les parents se moquent de Dieu. On nous traite de complices du roi, de réactionnaires, de traîtres. Je crois que la Belgique a perdu son âme. Journal fictif d'une institutrice en 1978. L'école libre a été nationalisée cette année. On nous a dit que c'était pour l'égalité. Et depuis, mes élèves ne connaissent plus rien, ni des saints, ni même de la Bible. J'ai l'impression d'enseigner dans un pays sans racines. Discours fictif d'un sénateur laïque en 1993. L'État ne doit plus être le serviteur d'une église. 150 ans de cléricalisme ont retardé notre modernité. Aujourd'hui, la Belgique enfin entre dans la raison. Entretien fictif avec un vieil homme à Namur en 2025. Autrefois, on entendait les cloches partout. Aujourd'hui, on n'entend plus rien, même le dimanche. Je ne dis pas que c'était mieux avant, mais au moins on croyait à quelque chose. Quelle aurait été l'Uchronie parfaite pour le Parti libéral si tout s'était bien passé pour lui? En 1830, après la Révolution, les libéraux dominent le Congrès national. La Constitution consacre la liberté de conscience, d'expression et d'enseignement sans privilège pour l'Église. Entre 1835 et 1848, sous l'impulsion des libéraux comme Charles Rogier et Walter Frère Orban, la Belgique se dote d'institutions modernes avec un enseignement public, des universités ouvertes à tous et une égalité civile réelle. En 1850, la loi sur l'enseignement laïque est obligatoire dans les villes. L'Église proteste, mais elle n'a pas d'influence politique. Durant les années 1860, les grands travaux, que cela soit les chemins de fer, les canaux et les universités, modernisent le pays. Bruxelles devient la petite Paris du Nord. En 1879, la loi Van Humbeek sur l'enseignement laïque triomphe sans guerre scolaire. La population soutient massivement l'école publique. En 1884, les catholiques, divisés et déconsidérés, ne reprennent jamais le pouvoir. Le Parti libéral gouverne avec une majorité stable. Durant les années 1890, il y a des réformes sociales pionnières, comme le droit de grève, les congés payés et le vote élargi aux classes moyennes. Entre 1900 et 1914, la Belgique devient l'un des pays les plus instruits et industrialisés du monde. Liège est un centre de sciences appliquées. Gand, un pôle textile innovant. Bruxelles, une capitale intellectuelle et cosmopolite. En 1910, il y a la fondation de l'Université populaire de Belgique avec un accès gratuit au savoir pour tous.
En 1914, l'Allemagne envahit la Belgique. Les libéraux dirigent un gouvernement d'union nationale et efficace en exil. En 1919, la reconstruction se fait dans un esprit de solidarité laïque. Les institutions religieuses perdent tout rôle politique. Durant les années 1920, il y a un suffrage universel complet avec une reconnaissance des syndicats libres de sécurité sociale de type coopératif. Durant les années 1930, face à la montée des extrêmes, la Belgique libérale reste ferme avec la liberté de la presse, l'interdiction du racisme et de la censure. Durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance est menée par des réseaux humanistes et universitaires. L'après-guerre consacre la victoire morale du libéralisme. En 1945, il y a la réconciliation nationale sur une base de tolérance et de raison. Le Parti libéral fusionne avec des sociaux-progressistes pour former le Parti du progrès belge, PPB. En 1950, il n'y a pas de question royale. Le roi Léopold III abdique volontairement pour éviter toute division. En 1958, il y a l'exposition universelle de Bruxelles qui symbolise l'apogée du modèle belge avec la science, la culture, la technologie et la démocratie. Durant les années 1960, l'enseignement public gratuit et la recherche scientifique deviennent des piliers du pays. Les femmes accèdent massivement aux études et à la politique. Durant les années 1970, les premières réformes fédérales se font calmement, sous l'égide d'un État national et tolérant. Durant les années 1980, les crises pétrolières sont gérées par l'innovation et la planification. La Belgique investit massivement dans l'énergie nucléaire propre et la recherche technologique. Durant les années 1990, les droits civiques sont étendus avec le mariage homosexuel et la légalisation de l'euthanasie qui est encadrée et avec le respect total de la liberté individuelle. En 1993, c'est la mort du roi Baudouin. Il y a un hommage national à l'homme du dialogue et de la raison. La monarchie devient strictement symbolique. En 1999, le Parti libéral, toujours dominant, signe avec ses homologues européens le traité de Bruxelles sur la raison et la science, fondant l'Union européenne des Lumières. Durant les années 2000, Bruxelles devient la capitale mondiale de la science, de la diplomatie et des droits humains. L'ancien palais royal est transformé en musée de la démocratie. Les écoles belges sont classées parmi les meilleures du monde. Durant les années 2010, l'État belge est neutre et rationnel et il favorise la recherche en intelligence artificielle, biotechnologie et éthique. Durant les années 2020, la religion existe librement mais sans pouvoir politique. La Belgique devient le premier pays à adopter une constitution numérique garantissant les libertés de pensée et de connaissance. Le taux de pauvreté est minimal et le niveau d'éducation maximal. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Journal fictif d'un instituteur laïque en 1845. Ce matin, j'ai fait réciter à mes élèves un poème sur la liberté. Il y avait des fils d'ouvriers, des enfants de bourgeois, tous apprenant ensemble. C'est cela la Belgique nouvelle, l'école avant le clocher. Lettre fictive d'une ouvrière syndiquée en 1889. Grâce à la loi libérale, nous avons des écoles du soir gratuites. Mon fils apprendra les sciences, pas les prières. Peut-être qu'un jour il sera ingénieur, pas manœuvre. Discours fictif du Premier ministre Frère Orban II. La Belgique reconstruira non pas des hôtels, mais des laboratoires. Nos temples seront les écoles, nos prêtres seront les professeurs. Témoignage fictif d'un visiteur à l'exposition universelle 1958. Ici, on sent la confiance dans le progrès. Les robots côtoient les philosophes, les savants débattent avec les artistes. Bruxelles est la capitale de l'avenir. Journal fictif d'une étudiante en 1999. Je n'ai jamais connu le catéchisme, mais je connais les lois de Newton, Darwin et Curie. Ma mère dit que nos grands-parents craignaient le jugement dernier. Nous nous préparons le futur. Témoignage fictif d'un philosophe bruxellois en 2025. La Belgique a réussi à ce que les Lumières avaient rêvé. Unir la raison et la liberté sans perdre l'humanité. On ne prie plus Dieu, mais on cherche la vérité et cela suffit. Quelle aurait été la pire uchronie possible pour le Parti libéral où tout se serait mal passé pour lui? En 1830, la Belgique devient indépendante. Les libéraux dominent le Congrès national et imposent une constitution très progressiste, avec la liberté absolue, un État minimal et une économie ouverte. Entre 1840 et 1860, Bruxelles et Liège s'enrichissent rapidement, mais les inégalités explosent. Les ouvriers vivent dans la misère tandis que la bourgeoisie d'affaires s'enrichit. En 1857, il y a un premier grand scandale financier lié à la spéculation sur le rail. Les libéraux refusent toute régulation. Le marché se corrigera par lui-même, disent-ils. En 1869, des émeutes éclatent à Gand et à Charleroi.
les catholiques et socialistes commencent à s'allier contre le Parti des riches. En 1879, il y a la mise en place de la loi libérale sur l'enseignement laïque. L'intention est noble, mais la brutalité de son application déclenche une guerre scolaire, sociale et religieuse. En 1884, les catholiques reviennent au pouvoir. Le Parti libéral, divisé entre progressistes et doctrinaires, entre dans une longue traversée du désert. Durant les années 1890, les libéraux urbains se coupent des classes populaires. La Belgique industrielle devient oligarchique. Le Parlement est contrôlé par une poignée de banquiers et industriels. Entre 1910 et 1914, les tensions sociales explosent. Les syndicats accusent les libéraux d'avoir trahi la liberté au profit du capital. Durant la Première Guerre mondiale, la guerre ruine le pays. Les libéraux, trop liés au patronat allemand d'avant-guerre, trop liés au patronat allemand avant-guerre, sont discrédités. Durant les années 20, le parti tente de se moderniser mais reste prisonnier d'un discours élitiste. Les masses ouvrières se tournent vers les socialistes. Durant les années 1930, face à la crise économique, les libéraux refusent toute aide sociale. L'État ne doit rien à personne. Durant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation, plusieurs notables libéraux collaborent économiquement pour sauver leurs entreprises. Après la libération, le parti est discrédité et marginalisé. Entre 1945 et 1950, les catholiques et les socialistes bâtissent l'État-providence. Les libéraux dénoncent le dirigisme, mais sans proposer d'alternative. Durant les années 60, la société devient plus égalitaire et laïque, mais sans eux, leur influence parlementaire s'effondre. En 1970, il y a une scission communautaire. Le parti flamand libéral et le parti libéral wallon se séparent. L'un dérive vers le nationalisme, l'autre vers un libéralisme technocratique sans électeurs. Durant les années 80, ils reviennent brièvement au pouvoir avec un programme de privatisation massive, ce qui entraîne chômage et désindustrialisation. En 1980, il y a la crise de Bruxelles avec la fuite des sièges sociaux et la crise urbaine, ce qui achève leur crédibilité économique. Durant les années 90, les libéraux s'allient à des populistes pour revenir au pouvoir. Cela provoque une scission interne. Les libéraux modérés quittent le parti. En 2008, la crise financière mondiale ravage la Belgique. Ultra dépendante du secteur bancaire, le Parti libéral est accusé d'avoir démantelé les garde-fous publics. Durant les années 2010, il y a la montée de l'abstention et des mouvements écologistes et communautaristes. Le libéralisme politique devient une curiosité historique. En 2020, le Parti libéral belge n'obtient que 3% des voix aux élections fédérales. En 2025, il y a la dissolution officielle. Le dernier président du parti déclare: Nous avons confondu liberté et indifférence. Nous avons défendu l'individu mais oublié l'humain. Journal fictif d'un ouvrier gantois en 1848. On nous dit que la liberté est notre bien le plus précieux. Mais à quoi me sert la liberté si je ne peux pas nourrir mes enfants? Lettre fictive d'un instituteur libéral déçu en 1884. Nous avons voulu éclairer le peuple, mais nous n'avons pas su l'écouter. L'école laïque s'est faite contre le peuple, non avec lui. Tract socialiste fictif en 1932. Le libéralisme a promis la liberté, il a livré la pauvreté. Témoignage fictif d'une chômeuse de Liège en 1985. Ils ont tout vendu, nos usines, nos trains, même nos postes. Maintenant, ils nous disent d'être entrepreneurs de nous-mêmes. Et moi, je n'ai plus rien à vendre. Débat télévisé fictif en 2009. Journaliste, votre parti a dérégulé la finance. Pensez-vous avoir une responsabilité dans la crise? Chef libéral, non, la responsabilité est celle des citoyens qui ont emprunté. Silence glacial sur le plateau. Dernier congrès fictif du Parti libéral belge en 2025. Nous avons bâti la liberté comme un temple vide. Nous avons oublié que sans justice, la liberté n'est qu'un luxe. Peut-être qu'un jour, nos idées renaîtront, mais plus humaines. Et si le Luxembourg avait été annexé par la Belgique après son indépendance? L'annexion ne pouvait se faire qu'à un moment de fragilité des Pays-Bas ou la Confédération germanique, par exemple pendant la Révolution belge ou lors d'une crise dynastique autour de 1848 à 1850. Il faudrait aussi que la France ou la Prusse n'interviennent pas, ce qui est déjà un gros changement. La population totale belge vers 1850 aurait été de plus de 150 000 habitants à 200 000 habitants supplémentaires, avec une superficie en plus de 2500 km². La frontière orientale aurait été totalement redessinée. La Belgique aurait une frontière directe et longue avec la Prusse puis l'Empire allemand, la Sarre, la Rhénanie. Cela change profondément sa géopolitique. Le pays devient une puissance tampon encore plus stratégique. Il n'y attirerait plus. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y aurait
plus eu de monarchie luxembourgeoise avec plus de statut particulier, plus de neutralité. Le Luxembourg devient soit une province belge, probablement bilingue, soit une région autonome selon le modèle suisse. Ce qui est possible, mais plutôt improbable au XIXe siècle. Il y a deux chemins possibles. Le premier aurait été l'assimilation à la belge. Le luxembourgeois, Leitz the Burgersch, devient un dialecte germanophone régional. Le français progresse comme en Wallonie. L'identité luxembourgeoise se dilue en un siècle, un peu comme l'identité limbourgeoise ou mosellane. Dans ce cas, il n'y a pas d'État luxembourgeois moderne et pas de rôle européen central au XXe siècle. La résistance aurait pu être forte, avec une annexion perçue comme étrangère, une minorité luxembourgeoise politisée pourrait réclamer l'autonomie, voire l'indépendance. Le XIXe siècle étant celui des nationalismes, ce mouvement pourrait gagner de la force. Avec un Luxembourg belge, la Prusse n'aurait pas toléré une présence belge sur un point fort stratégique. La Prusse aurait probablement tenté une invasion préventive de l'Est belge avec une occupation du Grand-Duché du Luxembourg. La Belgique perdrait sa neutralité beaucoup plus tôt. Dans les années 1890, on aurait peut-être eu un parti national luxembourgeois, une forme de question luxembourgeoise comme il y a eu une question flamande, enfin si la Prusse n'a pas annexé le territoire. Durant la Première Guerre mondiale, le plan Schlieffen passerait encore plus massivement par les Ardennes, le plateau luxembourgeois et les voies ferrées de Bettenbourg et Trois-Rivières, qu'est-ce que je raconte? Et les voies ferrées de Bettembourg et Trois-Vierges. Les conséquences auraient été multiples. La Belgique aurait été davantage ravagée. La résistance belge se serait étirée sur une ligne plus longue. Le pays serait peut-être entièrement occupé dès 1914. En 1940, on aurait eu la même chose, mais en pire. L'offensive allemande par les Ardennes serait devenue encore plus directe. Le front belge ne tient presque aucune profondeur stratégique. Comme autre conséquence, l'on aurait pu avoir une sidérurgie belge amplifiée, en tout cas jusqu'en 1870, dans l'éventualité où la Prusse n'aurait pas envahi le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, le sud du Luxembourg, comme Esch, Differgang et Dudelang, est riche en minerais. Cela renforcerait fortement les industries comme Cockerill, le sillon industriel Sambre-et-Meuse et l'industrie lourde belge. La Belgique deviendrait l'une des premières puissances sidérurgiques d'Europe encore plus tôt. Le Grand-Duché du Luxembourg développe ses industries grâce aux Zollverein. Dans la version annexée, ce développement aurait été soit belge avec Liège, Charleroi et Esch, formant une seule zone, soit freiné par la concurrence flamande et wallonne. Le Luxembourg joua un rôle essentiel dans la naissance de la CECA, de la neutralité européenne et l'accueil d'institutions européennes, avec aussi la présence de personnalités comme Robert Schuman. Sans le Luxembourg indépendant, les institutions européennes se seraient installées probablement à Bruxelles et Strasbourg. Seulement, le rôle diplomatique de la Belgique augmente. Robert Schuman naît quand même, mais devient un homme politique belge. Il est né à Luxembourgville. Cela change toute la dynamique de l'intégration européenne. Témoignage fictif d'un paysan luxembourgeois en 1852. On nous a dit que nous étions belges, comme ça, d'un trait de plume. La vie n'a pourtant pas changé. Mes vaches ne comprennent ni le flamand ni le français, moi non plus. Mais à la messe, ce curé lit désormais des annonces écrites par les autorités belges. Il paraît que nos jeunes devront faire leur service militaire pour un roi que personne ici n'a jamais vu. On se sent un peu perdu. Et certains disent déjà qu'on finira par regretter les Hollandais. Témoignage fictif d'une bourgeoise bruxelloise à sa sœur en 1853. Ma chère Éléonore, tu ne peux imaginer la joie qui règne ici depuis que la province du Luxembourg nous revient. On dit que les paysages sont splendides, que l'air y est pur et que les habitants parlent un allemand si doux qui sonne presque français. Les salons évoquent ce territoire comme un joyau que notre jeune royaume ajoute à sa couronne. Pour sûr, la Belgique grandit et moi je rêve déjà d'y voyager cet été. Témoignage fictif d'un officier prussien en 1854. L'annexion du Luxembourg par les Belges constitue une erreur stratégique majeure pour la Confédération germanique. Cette forteresse appartenait au cœur du système défensif de l'Allemagne. Que les Belges, peuple neutre et jeune, s'en emparent est une humiliation silencieuse. Le roi à Berlin est furieux. Les Belges ne se rendent pas compte qu'ils dorment sur un baril de poudre.
Ils ont gagné un territoire mais perdu notre indulgence. Témoignage d'un fonctionnaire belge envoyé à Luxembourgville en 1856. Je dois avouer que la Belgique, qu'est-ce que je raconte? Je dois avouer que la ville ne ressemble en rien à ce que j'avais imaginé. La forteresse est immense, les rues propres, les habitants polis mais méfiants. Ils nous regardent comme des intrus. Lorsque je parle français, certains répondent en luxembourgeois, même s'ils comprennent. Ils veulent nous rappeler que c'est eux qui vivaient ici avant que nous arrivions. On m'avait dit que cette annexion serait simple. Je vois maintenant que gouverner un peuple qui n'a pas demandé de changer de pays, c'est jamais simple. Témoignage fictif d'un ouvrier sidérurgiste luxembourgeois en 1889. Depuis que les Belges ont investi les mines, la ville a changé. Il y a du travail, beaucoup de travail. Des trains arrivent de Liège et de Charleroi avec plein d'ingénieurs belges. Certains disent, à certains râlent, ils nous volent nos richesses. Moi je dis, au moins on mange. On apprend même quelques mots de français au café, mais je sens qu'on est devenu un peuple entre deux mondes, pas tout à fait belge, pas vraiment indépendant. Témoignage d'un professeur luxembourgeois en 1912. Témoignage fictif d'un professeur luxembourgeois en 1912. Mes élèves parlent tous luxembourgeois entre eux. À la maison, beaucoup prient en allemand. À l'école, le ministre exige qu'on enseigne l'histoire en français. Je sens trois identités se superposer, belge, allemande, luxembourgeoise. Le danger est que les jeunes ne sachent plus laquelle est la leur. Peut-être qu'un jour, ils inventeront une quatrième identité, qui ne sera ni tout à fait belge, ni tout à fait allemande, mais pleinement luxembourgeoise. Témoignage d'un soldat belge en août 1914. Les Allemands sont entrés à Wiltz et Clairvaux à l'aube. Ceux qu'on croyait voisins ont utilisé nos vallées comme couloir naturel. Le Luxembourg belge est devenu un piège. Nous tirons depuis les hauteurs, mais il progresse vite. Je ne sais pas si Bruxelles comprend à quel point défendre ses terres est difficile. Si ce pays tombe, c'est par ici que ça commencera. Témoignage fictif d'une grand-mère luxembourgeoise belge en 2010. On est belge depuis plus de 150 ans et on garde notre langue, nos chansons, nos traditions. J'ai dit toujours que le Luxembourg n'a pas disparu. Il vit dans nos cœurs, dans nos mots, dans nos fêtes. Les jeunes aujourd'hui sont fiers d'être belges. Oui, mais aussi luxembourgeois. C'est peut-être ça notre force, deux identités qui ne se combattent plus. Et si le compromis à la belge n'existait pas? Lors du Congrès national en 1830, les libéraux et les catholiques échouent à s'entendre sur la Constitution. Dans notre réalité, ils ont accepté une monarchie constitutionnelle, des libertés fondamentales et une neutralité scolaire relative. Dans l'Uchronie, les catholiques exigent un État fortement confessionnel. Les libéraux, quant à eux, refusent toute influence religieuse. Le compromis impossible entraîne deux constitutions concurrentes, rédigées par deux blocs qui ne se parlent plus. Le roi Léopold Ier accepte. Finalement, une constitution libérale dure, ce qui fracture le pays dès sa naissance. Les conséquences immédiates auraient été que les catholiques organisent des contre-parlements locaux, notamment en Flandre, avec un clivage anticlérical catholique qui devient guerrier, non négocié. Une tradition se crée que perdre, c'est refuser, boycotter, contester. La culture politique du compromis n'est jamais inventée. Entre les années 1850 et 1880, avant l'absence de compromis, il y a une absence de coalition. Dans notre histoire, les libéraux et les catholiques alternent mais négocient continuellement. Dans l'Uchronie, chaque changement de majorité provoque des purges administratives. Les programmes et lois changent brutalement tous les 4 ans. Les écoles et les universités et les communes deviennent des forteresses idéologiques rivales. Entre 1880 et 1884, la guerre scolaire devient une quasi-guerre civile sans compromis culturel. La première guerre scolaire entraîne des milices catholiques et milices libérales et provoque aussi des incendies d'écoles avec une force d'armée pour s'interposer. Bruxelles connaît 2 jours d'émeutes armées en 1883. Il y a une montée d'un clivage flamand et francophone plus tôt. Sans compromis politique, les questions linguistiques deviennent explosives dès 1850. En 1893, un congrès flamand réclame déjà un autogouvernement. Entre 1918 et 1945, après la Première Guerre mondiale, l'élargissement du suffrage provoque une poussée socialiste, mais les catholiques et les libéraux refusent toute coalition avec eux. Le résultat est qu'il y a 6 gouvernements en 4 ans entre 1921 et 1925. Les lois sociales avancent puis reculent en continu.
Durant les années 1930, le fascisme et le communisme explosent sans culture du consensus. Rex gagne 20% des voix, le Parti communiste dépasse 15%, le pays connaît deux tentatives de coup de force. Le roi Léopold II tente un pouvoir fort. Léopold III tente un pouvoir fort, mais sans culture de compromis, cela conduit à un schisme politique total. Après 1945, le pacte social clé de notre réalité n'existe pas. Les syndicats et le patronat refusent toute négociation. Le résultat est qu'il y a des grèves générales tous les 3 ans avec une confrontation violente entre les régions industrielles, avec un sabotage industriel en Hainaut et à Liège. Entre 1960 et 1961, la Grande Grève devient révolutionnaire. Dans notre réalité, elle s'arrête. Dans l'Uchronie, elle dégénère avec 3 morts à Serein, avec une mise en place d'une grève insurrectionnelle en Wallonie. Il y a la naissance d'un embryon de gouvernement wallon. Provisoire, la Flandre furieuse réclame une autonomie fiscale totale. La Belgique devient de facto confédérale en 1965. Beaucoup plus tôt et beaucoup plus durement que dans la réalité. Durant les années 70 et 80, il n'y a pas de réformes négociées, les réformes de l'État se font par la force des votes, jamais par le consensus. La Flandre obtient une quasi-indépendance en 1977 lors du choc Egmont aggravé. La Wallonie crée une assemblée wallonne souveraine. En 1981, Bruxelles devient un territoire internationalisé sous contrôle de l'OTAN et de la CEE. Durant les années 90, l'État belge n'est plus qu'une coquille vide. Le gouvernement fédéral gère l'armée et les affaires étrangères. Le reste est internationalisé, régionalisé ou privatisé. Chaque crise provoque une paralysie totale. Entre 2010 et 2025, sans compromis possible, la crise BHV, Bruxelles-Vilvoorde, dégénère en rupture institutionnelle. La NVA et une coalition flamande déclarent une autonomie complète. La Wallonie discute d'un rapprochement avec la France. Bruxelles demande un statut de cité-État européenne. En 2025, la Belgique existe encore sur le papier, mais elle n'est plus opérationnelle. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Lettre fictive d'un membre du Congrès national en 1831. Les libéraux ne veulent rien entendre. Ils parlent de liberté, mais ils n'envisagent même pas la liberté de notre Église. Le roi lui-même semble gagné par leur vision. Si nous signons cette constitution, nous trahissons nos écoles, nos curés, nos familles. J'ai donc quitté la séance. Qu'ils fassent leur Belgique sans nous. Extrait du journal de Bruxelles en 1854. Le pays est ingouvernable. Extrait fictif du journal de Bruxelles en 1854. Le pays est ingouvernable. Les ministres et les ministères tombent comme des mouches. Les catholiques refusent toute loi libérale. Les libéraux sabotent toutes les institutions catholiques. Quelle nation pourrait survivre ainsi? Lettre fictive d'une institutrice catholique pendant la première guerre scolaire en 1883. Madame, je vous écris depuis une école en flammes. Ils disent que nous endoctrinons, alors ils brûlent. Les milices libérales ont attaqué ce matin. J'ai fui avec une quinzaine d'enfants. Si c'est cela la Belgique, alors je n'en veux plus. Un ouvrier socialiste lors de la grève de 1932. On a voté à gauche, mais les catholiques refusent de reconnaître le résultat. Ils disent qu'ils ne pactisent pas avec la révolution. Alors on bloque les usines. Bruxelles nous traite de voyous. La Belgique, il n'y a plus de Belgique, juste des ennemis. Journal d'un jeune flamand, journal fictif d'un jeune flamand, du mouvement nationaliste en 1938. Les francophones ne céderont jamais. Les socialistes francophones et les libéraux flamands ne s'entendent plus du tout. Une nation qui refuse de discuter n'est qu'un champ de bataille. Je ne crois plus en l'État belge. Je crois seulement en la Flandre. Témoignage fictif d'une infirmière pendant la grève de 1960 à 1961. Les blessés n'arrêtaient pas d'arriver. Les premiers jours, c'était des coups, des chutes, puis des balles en caoutchouc. Puis les balles tout court. J'ai vu des ouvriers hurler « Vive la Wallonie libre !» Je me suis demandé « Sommes-nous encore un pays ?» Discours fictif d'un bourgmestre d'Anvers en 1977. Extrait de l'allocution du bourgmestre Yann de Clercq. Le pacte d'Egmont, une trahison. La Wallonie veut nous imposer son modèle. Bruxelles veut vivre comme un royaume indépendant. Assez. À partir d'aujourd'hui, Anvers se gouvernera seul si Bruxelles ne cède pas. Nous ne négocierons plus jamais. La Flandre doit prendre son destin en main. Témoignage fictif d'une Bruxelloise. En 1995, on ne sait jamais qui décide de quoi. Flandre, Wallonie, l'Europe.
À l'école, mon fils a 3 programmes différents selon la matière. Une fois, un policier m'a dit: «Madame, ici c'est une zone flamande, vos papiers francophones ne suffisent pas. Mais j'habite la même rue depuis 30 ans, quelle folie!» Extrait d'un reportage fictif RTBF-VRT lors de la crise de 2007 à 2010. Journaliste francophone. Le Parlement fédéral n'a pas voté une seule loi depuis 8 mois. Journaliste flamand. Et pourquoi le ferait-il? Chacun vote pour ses intérêts. Il n'y a plus de pays à sauver. Les témoins bruxellois. On y dit que la Belgique continue, mais moi je ne vois que des murs. Témoignage fictif d'un professeur. Témoignage fictif d'un professeur de sciences politiques en 2024. Nous enseignons l'histoire d'un État qui n'a jamais appris à se parler. Là où la réalité disait compromis, entente, consensus, ici on parle de l'histoire de la Belgique, une Belgique sans compromis. C'est une Belgique qui survit par accident, jamais par volonté. Et voilà, en tout cas, j'espère que cet instant de belgitude vous a plu. Et la prochaine fois, alors, nous ferons alors les points de divergence entre 1832 et 1899. À très bientôt pour une prochaine vidéo.